Qu'est-ce que vous me dites? Ah oui, les pseudos de certains métanotes sont en anglais, ils sont contaminés par cette américanisation. Et juste au-dessus, je lis Free My Mind. Effectivement, ouais, une petite contamination. On est tous un petit peu contaminés par l'anglo-saxonisme. Il est tellement présent, tellement, des fois, on utilise, vous voyez, dans le langage des anglicismes sans s'en rendre compte. C'est le fruit de tout ça. Alors, on combat, puisque, vous voyez, il y a un réveil qui se fait en France, un réveil aussi sur la langue, un réveil sur la conscience de la tradition et de l'histoire de la France. Ça, c'est très important. Alors, cette seule solution contre toute cette chienlit, le concombre, c'est la quenelle en mode bio. Voilà, guérilla potagère. Ouais, voilà, pas mal. Une petite quenelle en mode bio, effectivement, dans un monde de brut pour faire face au McDo et au KFC, parce que ça aussi, la bouffe, je sais pas si vous vous êtes rendu compte à quel point McDo, je veux dire, là, vous en avez à tous les coins de rue, puis il n'y a plus que ça. Dans certains endroits, il n'y a plus que le McDo qui est ouvert pour manger ou un KFC. Ça aussi, ça fait partie d'une politique. C'est pas possible que il y a que du McDonald's, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors que cette bouffe est non seulement infecte, cette bouffe, elle est très mauvaise pour la santé, vous le savez très bien. Et pourtant, ça continue, personne ne se lève, il n'y a pas vraiment de lobby anti-McDo, par José Bové qui nous a fait rire quand il a voulu casser un McDonald's. Puis aujourd'hui, il prend des subsides de l'Union européenne et puis il ne se lève pas contre toutes les mesures qui sont adoptées pour, voilà, on accepte les OGM et vous en mangez déjà, mais ils veulent les faire passer dans l'agriculture à grande échelle, comme ils l'ont fait en Inde, comme ils l'ont fait dans tous les pays d'Afrique, comme ils l'ont fait partout où ils sont passés. Monsanto est à la manœuvre. Et c'est pas José Bové, qui est pourtant, il me semble, président d'une commission de l'agriculture au Parlement européen, qui s'oppose à ça. Ah, ouais, il fait beaucoup de bruit à l'époque, ouais, avec ses moustaches, son machin, le côté, le Larzac et tout. Bon. On a bien rigolé. Alors, seule solution. Ah non, non, de même, MacArthur qui enfonce le front nord-coréen et reçoit l'ordre de stopper. De même, Patton qui fonçait sur Berlin. De même, Hitler qui avait l'occasion d'écraser l'armée britannique à Dunkerque. De même, Brunswick à Valmy. De même, le retard de Grouchy à Waterloo. De même, le non-respect des ordres de Lee à Gettysburg. Derrière l'Amérique, c'est un cancer qui était à Londres, Amsterdam ou Venise et qui demain sera ailleurs, dans les américanophobes, sur la dépouille des États-Unis. Eh ben voilà. Oui, c'est vrai, tous ces faits de l'histoire, oui, c'est vrai, MacArthur qui enfonce le front nord-coréen et reçoit l'ordre de stopper. Oui, c'est vrai, ouais, ouais, oui. Ouais, mais bon, il y avait aussi, comme on le sait, l'intervention de la Chine, pour reprendre un Maxno sur cette histoire de Nord-Corée. Mais bon, on va s'éloigner, mais comment dire, MacArthur, à l'époque, il voulait utiliser la bombe atomique contre l'armée chinoise. Je rappelle qu'il a ensuite enfoncé les lignes américaines, qui a renvahi Séoul et qui a forcé les Américains à être, vous savez, au fin fond de la péninsule, ils auraient pu détruire l'armée américaine, enfin, quelque chose, puis ça aurait été phénoménal. Mais bon, il y a toujours comme ça, effectivement, les faits de l'histoire, et effectivement, Hitler à Dunkerque, c'est vrai qu'on aurait pu anéantir l'armée britannique, etc., etc. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Alors, Tepa n'est qu'un souverainiste gabonais d'extrême droite cherchant à s'opposer à l'empire américain du bien divin. Ben voilà une belle définition. Alors, Ariel Sharon, je vais vous dire quelque chose de très clair. Ne vous inquiétez pas au sujet des pressions américaines sur Israël. Nous, les Juifs, contrôlons l'Amérique et les Américains le savent. Au moins, Ariel Sharon, il était franc. Voilà. Il était franc et les choses étaient claires. Je connaissais cette déclaration d'Ariel Sharon et évidemment, on voit bien que les intérêts d'Israël et puis comme il parle même, Obama parle d'alliance éternelle. On n'est même plus dans le domaine de la diplomatie, on est dans le domaine du divin, on est dans le domaine religieux, éternel. Comment pouvez-vous vous allier éternellement à un autre pays? Éternel. C'est du domaine religieux, ça n'existe pas. Donc forcément, oui, les Américains sont un peu en train aussi de se réveiller sur cette affaire. Il y avait comment dire, les deux professeurs de Harvard, là, c'était Walt et Mearsheimer, je crois, Mearsheimer, qui avaient fait voilà, ce livre sur l'influence du lobby
israélien sur la politique étrangère américaine et qui est édifiant, qui montre à quel point les États-Unis et beaucoup d'Américains aujourd'hui réagissent, ne sont pas d'accord avec cette politique parce qu'elle ne va pas dans le sens des intérêts américains. Et au contraire, elle s'oppose au sens des intérêts américains et elle risque de mener les États-Unis justement à leur perte. C'est ce à quoi mettent en garde justement les gens qui tirent l'alarme sur ce dévouement. Là, on peut parler de dévotion de toute l'administration américaine à aller dans le sens du gouvernement israélien à chaque occasion, quoi. À aucun moment, les Américains ne serait-ce que remettre une demi-seconde en question la politique qui est menée en Israël. Jamais, à aucun moment, aucun. Et pourtant, ils s'opposent toujours, vous savez, en sauveurs, en diplomates, en entremetteurs, ceux qui peuvent apporter la solution et qui font ce lien. Mais absolument pas. Les Américains sont partie prenante et utilisent toute la puissance de feu militaire américaine et toutes leurs subventions pour maintenir Israël dans cet état de domination absolue, de colonisation sur les Palestiniens et sur le reste de la région. Salut à tous, je me permets de vous rappeler un fait qui selon moi est révélateur de l'Amérique qui se met en place. Cela a été moyennement médiatisé en France et de façon très servile par rapport à la version officielle. C'est la pseudo-tuerie de l'école Sandy Hook en décembre 2012. Voilà, je vous encourage à vous renseigner sur cette affaire qui est probablement, moi, la plus grande manipulation médiatique depuis le 11 septembre. Voilà, cette affaire est édifiante et incroyable. Voilà, et ben écoute, oui, c'est sympa de nous donner l'info, c'est FE qui nous donne ça, ben, je connaissais pas ce lien, on ira voir ça. Steph, s'il peut mettre de côté le lien, je sais qu'il pense à ce genre de truc. Voilà, c'est intéressant. Ben ouais, on connaît le truc de cette école, mais je connais pas le scandale qui va avec. Mais ils nous ont tellement habitués, vous savez, il y a eu une série de false flags quand même assez impressionnante ces derniers temps, qu'on a presque du mal à les différencier. Alors voilà, il y a Quenel, voilà, les aides versées, voilà, 3,6 milliards évidemment, voilà, qui sont versées chaque année au titre de l'aide au développement, donc par les États-Unis. Donc ça, c'est clair. Alors, Philippot a été bon contre Bourdin sur le sujet de l'Ukraine. Partout où passe BHL, il pleut des bombes. Il a dit ça, je vous dis, il devient bon. Philippot, il devient bon. Il devient bon. Il devient très très bon. C'est clair et net. Alors, Seigneur, j'essaie, mais je palpite. Dès que je parle, mais je comprends pas, les gens voient rien tellement c'est flagrant. Ils ont fait du bon boulot, je suis halluciné ça. Et vraiment, je pense à mes enfants. Ouais, ils n'y voient rien, effectivement. Mais là, on est en train de réaliser. Je pense que on est en train d'être dans le passage où on a pris conscience que l'américanisation rampante n'était pas un phénomène justement naturel et on va dire voilà presque lié à cette mondialisation des échanges, sans rentrer dans du mondialisme. Non, on voit bien que c'est une propagande, on voit bien que c'est une politique, on voit bien qu'il y a des objectifs derrière. Et donc à partir de là, si on a pris conscience de ça, il faut se défendre. Il faut donc prendre des mesures, puisque c'est une attaque. Il faut bien se défendre. Donc c'est là que ça intervient. C'est qu'il faut, une fois qu'on a pris conscience, parce que c'est bien beau, on a pris conscience, mais alors on fait quoi? Il faut se défendre. Pour moi, il faut vraiment qu'on se défende et donner la monnaie de la pièce. Voilà. Et la France, elle a un gros rôle à jouer maintenant. Un énorme rôle, si j'ose dire. Armée, voilà, on me dit, voilà, qui leur a fourni les armes aux manifestants ukrainiens? Le Mossad, question. Eh ben, on se demande bien, voilà, qui leur a fourni les armes, d'où elles viennent. Je pense qu'effectivement, il y a eu, voilà, c'est comme on me l'a expliqué, toutes ces armes sont venues de l'extérieur, importées par l'OTAN, avec la volonté derrière de déstabiliser, voire de détruire l'Ukraine, quoi. De toute façon, on arrivera à une guerre civile, ils nous la programment. BHL appelle les sportifs à boycotter les JO de Sochi. Liberté, égalité, fraternité, option. Pour cette actualité, il oublie que la base des Jeux Olympiques, c'était de se rencontrer, de partager, de faire la paix, de mettre nos rivalités dans les Jeux. Mais il sait, il est loin d'être con, mais il fait son pognon. C'est D'Artagnan qui nous dit ça. Voilà. Et effectivement, ouais, il nous dit, il nous fait ton même cinéma. De toute façon, BHL, c'est exactement ça. Il est là pour ça. Il est là pour servir les intérêts d'une cause politique.
et en même temps faire de l'argent, puisque à chaque fois il sort un film, il fait un livre sur le sang des morts libyens ou sur le sang des morts de Yougoslavie. Vous savez, son film, d'ailleurs, c'est des bides à chaque fois absolus qui sont présentés au Festival de Cannes. Il profite de son influence et de son réseau, mais ce sont des grands bides absolus. D'ailleurs, ils vendent quasiment plus de livres, vous savez, les VHL. Il ne faut pas se leurrer non plus sur les chiffres. Ces gens-là, ce sont des impostures de l'intellectualisme français. Et ils sont présentés comme des philosophes, comme des écrivains. Pas du tout. Ce sont de millionnaires qui vivent de rentes d'entreprises qui ont exploité, comme pour le cas de BHL, l'Afrique en particulier, le Gabon justement, puisqu'il avait une entreprise de bois, il a fait fortune dans le bois, et il a géré la fortune que sa famille avait formée avec ces pays d'Afrique. Voilà. C'est pour ça qu'il est de gauche. Alors, il paraît que certains, alors qu'est-ce que j'ai dit? Il paraît que certains officiers d'Israël sont à côté des néo-nazis avec BHL en Ukraine. Toutes les armes utilisées par les révolutionnaires sont made in Israël. Mais ça ne m'étonnerait même pas qu'on apprenne, puisqu'à chaque fois, on voit bien que dans les coups fourrés, il y a toujours le Mossad quelque part. À chaque fois, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, en Syrie, etc., au Qatar, à chaque fois, ils sont, voilà, il ne serait pas étonnant qu'ils soient en Ukraine, mais absolument pas étonnant. Puis en plus, vous savez, les Mossad, ils se font partout, ils ont des passeports de toutes les nationalités, britanniques, français, américains, tout ce que vous voulez, donc ils n'ont aucun problème pour pouvoir infiltrer tous les pays du monde très, très facilement. Ça bien sûr, ça n'inquiète personne. Alors, c'est tellement moderne d'utiliser un terme anglais par-ci par-là dans une phrase, on est tellement à la page. Et ouais, tu m'étonnes, mais des fois c'est la facilité, puis le terme anglais s'est imposé comme ça dans l'esprit. Alors nous on essaye de traduire dans la mesure du possible, on a une volonté à chaque fois quand même qui est de traduire le terme pour ne pas se laisser s'accaparer ce terme-là. Mais voilà, forcément, oui, c'est pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Je réitère pas, l'américanisation n'existe pas. Ce pays est tout jeune, il n'a pas de culture. Ce serait plutôt un nihilisme de culture européenne très riche versus un monde sans goût, sans style, une espèce de composite de plusieurs semblants de culture. Ah oui, ça peut être vu comme ça, cette américanisation. Mais alors, dans ce cas, c'est effectivement dire que cette pseudo-culture qui a été créée, que nous appelons culture américaine, mais alors là, c'est très très méchant pour les États-Unis. Ça voudrait dire que c'est un pays sans culture. Donc, puisque c'est par définition, cette culture, donc, n'en serait pas une. C'est quand même assez méchant pour les 365 millions d'Américains, je crois. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas créé effectivement une culture, quand même à force de 200 ans, qui est de toute façon un ersatz d'une culture européano avec mélangé le reste du monde. Voilà, européenne plus versus le reste du monde, puisqu'il y a un peu de chaque partie du monde qui est venue se greffer dans une espèce de culture mondialiste, mais qu'on ne pourrait pas appeler culture, évidemment, mais plutôt outil de domination et peut-être nihilisme de culture européenne. C'est marrant de dire ça, puisque pour moi, cette culture américaine, elle trouve une racine quand même d'une culture européenne. Elle n'est pas sortie. Ils ont balayé les Amérindiens. Il y a très peu d'Amérindiens dans cette culture américaine, par exemple. En parlant de McDo, c'est drôle de constater qu'il y a une majorité de jeunes issus de l'immigration, souvent musulmans, qui travaillent chez McDonald's pour payer leurs études. Nous sommes nés dans la matrice. Quand les boys ont débarqué en Normandie, le destin des pays européens était déjà écrit. Autant McDo, Coke, pute and rock'n'roll. C'est bien d'avoir... C'est clair, oui, bah oui, mais en même temps, il n'y a que qu'offre du travail. Puis ils ont inventé le travail jetable, McDo. Après la bouffe jetable, donc la bouffe vite fait, mal fait, eh ben on a travaillé le travail jetable aussi. Vite fait, mal payé. C'est pareil. Et donc, ils ont fait un coup double sur cette affaire. Les États-Unis, une fois que le dollar se sera effondré, seront la deuxième puissance mondiale derrière la Chine, et ils le savent, ils se pissent dessus. Oui, ce serait bien, c'est retombé numéro 2. Ça les rendrait peut-être moins arrogants. Et puis, un peu plus sûr, le monde serait peut-être un peu plus sûr. Alors, le Conseil national de la résistance aujourd'hui résiste face au consensus américain à notre égard, mais finalement,
N'est-ce pas ce qu'il a toujours fait, sachant que les Américains finançaient l'Allemagne en 40, c'est bien eux que De Gaulle a fichu dehors. Non, c'est l'invisible qui nous dit ça. Quelque part, eh ben, on n'a pas fini peut-être que justement ce conseil, ben, dans cette optique-là, c'est tout à fait ça, on le réactive parce que on s'est rendu compte que cette guerre, eh ben, elle n'est pas terminée et qu'aujourd'hui, le sauveur est devenu l'occupant et qu'il faille absolument récupérer notre indépendance. Voilà. Alors, ah oui, alors qu'est-ce que vous me dites? Pourquoi Bernard-Henri Lévy est sur tous les fronts dès qu'il y a un conflit? C'est D'Artagnan. Bah, il est là parce qu'il est, bah, c'est un Saiyan déjà, hein. Ça, c'est ce que nous avait expliqué Jacob Cohen, mais ce qui paraît évident, c'est-à-dire qu'il travaille, mais il le dit lui-même, qu'il est attaché éternellement à Israël, il travaille pour les intérêts d'Israël, il ne s'en cache même pas. Donc c'est évident que Bernard-Henri Lévy travaille pour les intérêts d'Israël. Et évidemment, accessoirement, évidemment, il rend tous les services, bah, il profite des services de renseignement américains, etc., qui aussi participent à ces opérations. Donc il est là pour nous vendre le conflit, parce qu'aujourd'hui les conflits se gagnent sur les plans militaires, mais aussi on a une bataille médiatique, hein, une guerre de l'information, puisque la guerre se joue, puisqu'on peut perdre le conflit sur la bataille médiatique. Et donc sur ce front-là, on a Bernard-Henri Lévy qui est là, qui a la main sur les médias, de gens pour veiller à ce qui est dit sur les grands médias, et puis aussi à faire sa propagande, enfin la propagande qui est tenue par ses maîtres. Hein. Et donc ensuite, voilà, lui il fait accessoirement de l'argent, puisque, comme j'ai dit, il y a toute une exploitation commerciale qui est faite après, films, livres, etc. Donc il est des retombées, si j'ose dire, de quelques rétributions de ses productions, hein, puisqu'il n'y a pas de hasard. Alors là, on me dit, après un déplacement à Kiev, Bernard-Henri Lévy multiplie les interventions sur la crise qui secoue l'Ukraine, une omniprésence qui rappelle son activisme lors de la guerre en Libye. Voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est toujours le même cinéma. Voilà, il est parti là-bas, puis maintenant, il a l'occasion, si j'ose dire, de pouvoir aller comme il veut se balader, hein, dans les médias pour déverser son venin et sa haine, comme il avait fait pour la Libye, pour la Syrie, et à l'époque de la guerre en Yougoslavie, pour le Kosovo, c'était la même chose. C'était la même chose. Il était allé là-bas, ouais, et puis il était revenu, c'est le scandale, papa, machin, etc. Alors, Sa Sainteté Sainte-Quenelle, il dit salut, ce soir je me suis pointé dans une réunion du FN, j'ai un roman à vous énoncer, mais aucunement l'envie de mettre à l'épreuve mon style épistolaire. Donc, si vous voulez en savoir plus, je suis sur Skype, désolé. Eh ben, pourquoi pas, ben, mon cher Sainteté, on pourra te prendre après sur Skype, si tu veux, en troisième partie d'émission, puisque l'émission va être en trois parties. En deuxième partie, on va accueillir Claudine tout à l'heure, Cogent, par téléphone, puisque l'américanisation, elle est partout, hein, et elle est même en Afrique, hein, puisque vous savez qu'en ce moment, ça bouge beaucoup du côté de la Côte d'Ivoire, et en particulier une guerre de succession, puisque le maître américain, vous savez, Alassane Dramane Ouattara, hein, l'homme qui est justement complètement lié aux intérêts américains, est malade, et donc il y a une succession entre ces deux lieutenants, Bakayoko et Soro. Et Soro ayant l'appui des rebelles, et Bakayoko l'adoubement de l'armée française. Donc vous voyez, ça se commence à se chicler maintenant entre les Français et les rebelles, là. Amis d'hier, ennemis d'aujourd'hui. Et donc, voilà, la situation mérite qu'on s'y intéresse d'un petit peu plus près. Donc on va l'accueillir tout à l'heure par téléphone. Et puis on reviendra, et pourquoi pas en troisième partie, justement, Sa Sainteté Sainte-Quenelle viendra nous expliquer le FN, parce que le FN, il y a plein de choses à dire. En plus, on réexpliquera un petit peu ce que dit l'UPR sur le FN. Nous aussi, ça nous interpelle. Voilà. Donc, eh ben, je vous dis à tout à l'heure. Restez connectés sur MetaTV. De toute façon, c'est la pause. Il y a des petites vidéos comme d'habitude. Et puis, on revient juste après. À vous, la régie. Voilà, de retour après cette petite américanisation des esprits, comme on nous l'a dit. Mais voilà, pour rigoler, pour voilà, montrer aussi que voilà, tout n'est pas pourri, hein. Alors, il y a encore un espoir. Alors là, on attend, on va voir
Claudine Cogent qui sera avec nous dans quelques instants. On va faire un petit Skype comme ça, on va voir un petit peu cette influence aussi, puisque vous savez que la France est engagée dans un certain nombre de conflits en Afrique. Aujourd'hui, cette France-Afrique, elle est complètement aux mains de l'OTAN. Hein, on obéit complètement à leurs injonctions et à la stratégie, à l'agenda américain. Et nous servons de cheval de Troie, de, si j'ose dire, de capot pour l'OTAN, voilà, pour leur compte sur le continent africain. Puisque, comme vous le savez, nombreux pays africains ont énormément de matières premières, de ressources qui intéressent grandement les États-Unis, et il y a une concurrence qui s'exerce avec la Chine, et donc une volonté de bouter la Chine hors d'Afrique, et grâce évidemment à l'intervention de l'armée française dans ces pays, l'OTAN va essayer en tout cas d'aboutir à cet objectif, donc de chasser les Chinoises. Donc voilà, on a vu l'atomisation de la Libye, la scission du Soudan en deux pays, on voit cette intervention en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, etc. La présence de nombreuses bases françaises, évidemment, vous savez, au Gabon, etc., au Tchad, intervention également au Mali. Voilà. Voilà la politique qui est menée en Afrique, et Claudine Cogent va nous expliquer dans quelques instants tout ce qui se passe. Alors, Claudine, est-ce que tu m'entends, Claudine? Allô? Ah, il semble qu'elle ne nous entend pas. Je sais pas. Je sais pas. Ah ouais, il y a un problème, parce que moi je l'entends pas. Je n'entends pas Claudine. J'entends pas Claudine. J'entends personne d'ailleurs. J'entends personne d'ailleurs. Normalement, je devrais au moins vous entendre. Et je ne l'entends pas. Donc non, j'entends pas. Je n'entends pas Claudine. Je n'entends pas Claudine. Ah, il y a un problème. Bon, et ben ça va se régler. En attendant, on va la voir. Il y a un petit problème technique. Bon, bah ça va se régler. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit sur le chat? Le plus dur, c'est d'éveiller les consciences et dans son entourage, surtout celle de sa famille ou de ses amis. La plupart sont lobotomisés. Ah, bah voilà, je crois qu'on a Claudine avec nous. Allô, Claudine? Oui. Ah, bah voilà. Bonsoir. Voilà, ça y est, tu as l'antenne là. Le son passe nickel, hein, du côté de chez nous. Bon, bah c'est super. D'accord. Donc normalement, toi tu nous entends bien aussi. Bon, bah... Oui, à peu près. De temps en temps, j'ai des petites coupures de son, mais ça va. D'accord. Ça va bien. Alors Claudine, justement, on était en train d'évoquer cette situation, ces interventions françaises, hein, donc en Côte d'Ivoire, au Mali, en Centrafrique, et puis il y a eu des rebondissements cette semaine parce qu'il y a on va dire une espèce de guerre de succession en cours en Côte d'Ivoire, si j'ose dire. Alors, ça bouge beaucoup en ce moment. Ouattara s'est implanté, sans dire pourquoi. En réalité, soi-disant pour se faire opérer en urgence d'une sciatique. Voilà. On a su qu'après. Alors une sciatique, une hernie discale, après en réalité c'est la même chose, c'est-à-dire qu'une hernie discale produit une sciatique, donc pendant une semaine on est resté dans l'expectative. Et puis en réalité, c'est quand même très surprenant. Une sciatique enfin je veux dire, un chef de l'État, il se fait pas opérer en urgence d'une sciatique, il porte un Lombostar, il prend des morphiniques s'il faut, enfin pour en avoir eu, je sais ce que c'est. En fait, tu te fais pas opérer d'une sciatique en plein mandat, surtout au moment où tu tiens plus tes rebelles, quoi, qui cassent la baraque sur tout le territoire. Donc il y a un problème, quoi. Donc évidemment que les gens ont commencé à se bouger. Puis alors dimanche, il s'est passé un truc de fou, parce que je suis en lien avec la prison, mais aussi avec les gens de l'Ouest, avec les gens du Nord, tout le territoire. Et donc dimanche à 23h30, devant le palais, des gens ont été paniqués parce qu'ils ont vu des véhicules français. Alors, je sais pas encore si c'est des chars, mais je t'assure que on les a joints même au téléphone. Après, ça sonnait pas. Ça sonnait comme ça dans le vide, tellement les gens, ils s'étaient terrés, ils avaient pris leur voiture, ils se barraient et tout ça. C'était vraiment impressionnant. Et dans le même temps, il y a eu des tirs à Korogo.
donc là où se nichent les rebelles dans le nord, et puis à Boaké surtout, là où il y a des grosses casernes de rebelles, quoi. Ouais, Donc, voilà, donc les officiers ont vérifié et tout, donc tu vois. Et bon, ça c'est l'aspect, comment, et on a vu donc que les Français, par exemple hier, ils ont été vus longtemps, et avant-hier aussi, avec des chars et cagoulés à à Cagoulé. Yopougon, À dans Yopougon. les quartiers populaires, D'accord. dans les carrefours. Je crois pas me tromper, hein. Franchement, vu la personne qui me l'a dit, je vois pas pourquoi elle me dirait à tout pareil si c'était faux, quoi. Donc, Mhm. ce qui se passe, c'est on sent qu'il y a un mouvement qui est en train de se préparer. On a l'impression que Ouattara est malade d'autre chose. Il est tout à fait possible que ce soit le dos qui coince avec tout ce qu'il a fait. Le poids doit être lourd de massacre à porter. Mais il doit en avoir plein le dos, quoi. Ça, moi, je veux bien le croire là-dessus. C'est vrai que depuis déjà un bon moment, je voyais, quand il marche, il avait, tu vois, la jambe gauche qui boite. Sur les photos, ça se voit, il a l'épaule droite plus basse, signe qu'il y a quelque chose qui va pas quand même, quoi. Maintenant, il est possible aussi que quelque chose se soit passé lors de l'intervention ou que carrément on nous mente, parce que il me semble bien que pour Houphouët-Boigny, on a maintenu les gens longtemps dans l'ignorance, quoi. On leur a dit que des années après, qu'il était mort déjà depuis 3 mois. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit, si tu veux. Donc, si tu veux, les gens, ils ont besoin de savoir. Et c'est normal. Puisqu'on voit, d'un point de vue politique, c'est vraiment la guerre des chefs entre Soro et Ahmed Bakayoko. Il y a eu plusieurs réunions entre ces deux-là. Alors, je pense que la France voudrait voir Ahmed prendre la succession. Parce que, si tu veux, lui, il marche avec l'ONUCI. Donc, c'est moins... voilà, c'est pas les chiens de catégorie 4, en principe, quoi. Ouais. Et tandis que le Soro, lui, ben, il a les chiens de catégorie 4 avec lui, quoi, en somme. Pour faire simple. En parlant des rebelles, tu vois. Et donc, la France préférerait certainement, pour ses intérêts, puisqu'elle se fout du reste, préférerait certainement avoir un Ahmed, hein. Moi, je pense que c'est ça, quoi. Sauf que, normalement, si jamais Ouattara ne peut pas reprendre ses fonctions de président, ou s'il est mort, alors à ce moment-là, normalement, selon leur constitution, c'est à Guillaume Soro de prendre le pouvoir, d'assurer l'intérim, quoi, tu vois. Intérim, ouais, d'accord. Oui, mais je crois pas que la France en ait envie, quoi. Parce que en plus, sa femme, donc Dominique Ouattara, elle était en France en plus récemment. Elle était. Ben oui, ben elle est restée à son chevet. Elle interdit à tout le monde de voir son mari. Bon, il paraît qu'il y a un ministre, mais tu sais, eux, ils sont dans l'intox totale. Donc, il y aurait un ministre qui aurait parlé au téléphone à Ouattara. Il va très bien, c'est possible. Mais comme ces gens sont dans l'intox totale et l'ont toujours été, tu sais plus quand ils disent vrai, quoi, tu vois. Donc ça panique. Et donc elle, a priori, elle rentre seule là en Côte d'Ivoire ces jours-ci. Je sais pas si c'est pas demain d'ailleurs, parce que tu sais, avec tout ça, on dort pas beaucoup la nuit, quoi. On a beaucoup à. Mais je sais plus. J'ai vu passer ça. Elle rentre demain, je crois, ou après-demain. Et puis le fils Et donc, de. C'est vrai, il faut juste savoir une chose, c'est qu'en fait, Dominique Ouattara, elle est au gouvernement depuis longtemps, puisqu'elle y était avec Houphouët-Boigny, tu vois. Après, elle change de mari, elle a Ouattara. Donc, la femme de pouvoir, c'est elle, de toute façon. Donc, c'est vrai que nous, on la surveille de près, quoi, la française. Et on ne sait pas ce que la France va faire, mais par contre, on a vu aussi qu'il y a des... Là, j'ai vu ça depuis dimanche. Attends, il y a des messages qui sont inhabituels, qui sont passés maintenant aux ressortissants français de la part de l'ambassade. C'est-à-dire de pas passer plus loin que la zone 4 du côté français, tu vois, pas passer le pont, là. Ah oui. Des choses comme ça, tu vois. On n'aime pas ça, quoi. Si tu vois, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est étrange pour une sciatique, quoi. Je sais pas, mais à côté de ça, t'as Michel Gbagbo qui devait venir en France parce qu'il a déposé plainte contre Guillaume Soro. Oui, donc, tout à fait. Donc depuis déjà longtemps. Juillet 2012, je crois. Mais comment, avec sa mère qui était passée à TV5, c'était émouvant, parce qu'il faut le faire, hein,
déposé plainte contre un type comme ça. À l'époque, lui, Michel, était en prison. Et je voyais sa mère, Jacqueline Chamois, qui est de Lyon, une petite femme, là, tu sais, menue, là. Tu oses déposer plainte contre Guillaume Soro, tu sais qu'il faut le faire. Hein. Il y a quand même des gens d'un courage. Et donc, Michel, eh ben, au moment de partir, à l'aéroport, ils l'ont arrêté, encore une fois, la DST. Ouais. Et puis, ben, il a disparu 3 jours. 3 jours. Il a été libéré le 3e jour. Donc, ils l'ont pas... à la DST, c'est vrai qu'il y a des monstres, hein. Il y a le blindé où on tabasse, les yeux bandés, etc. Enfin, il y a des sous-sols où aussi on tabasse. Enfin bref, mais il y a aussi un étage pour les VIP, quoi. Donc il a été bien traité. Mais c'est pour te dire, il est retourné tout de suite au meeting, quoi, parce que les meetings s'enchaînent à une grande allure en ce moment. Tu vois, au niveau du Front populaire ivoirien, avec un succès fou, quoi. Plus ça va, plus il y a du monde, quoi. Les gens se disent, il y a les armes, on a les armes dans le dos, mais on retourne quand même, quoi. Tu vois. Et donc au début, bah, c'est un peu un test, donc ça avance, ça avance, ça avance. Et c'est vrai que je vois pas trop ce que peut faire la France quand même contre une population civile qui est déterminée. Et la seule chose, c'est qu'il y a les armes, quoi. Et c'est pas un peu, hein. Ils en ont fait rentrer, comme je te disais déjà, des cargos d'Irou. D'ailleurs, ça a été vérifié depuis par des gens que je connais. Ils ont déguerpi de l'endroit que je connaissais, mais attends, des cargos d'Irou, comment dire, d'armes que tu tiens à deux, ce sont des armes en fait, notamment pour boucher l'espace aérien, enfin pour que les avions puissent pas t'attaquer et tout. Enfin, ils ont je sais plus combien, 7 km de portée, tu vois un peu. Mais ces armes, elles sont quoi? Donc ils les ont déplacés. Donc moi je savais où ils étaient, mais à l'époque je trouvais personne pour aller oser vérifier. Et donc je l'ai publié, tout ça, et à force, eh ben, ils ont déguerpi, c'était à Daloa. Et je pense que c'est pas le seul endroit où ils en ont, quoi. Si tu veux, ça doit être un bunker pas possible. Ça, tu parles d'armes du côté de Gbagbo, bien sûr. Enfin, pas de Gbagbo, ah ben non, du côté de Ouattara, quoi. Ah, de Ouattara, qui fait rentrer des armes, donc encore des armes et des armes, voilà. Ouais. Et c'est quoi pour en tout cas, l'année dernière, celle que je te dis, c'était l'année dernière, janvier-février, tu vois. D'accord. Et voilà, donc il a des compagnies de combattants qui sont les kamikazes, c'est-à-dire qui vont en intervention comme ça il en a. Ouais. Ils ont fait du écoué, ils ont fait, enfin tu vois, c'est des gros malabars, quoi, genre de mecs qui t'attrapent, paf, t'es mort, et ils trouvent le moyen encore de te jeter dans un puits, quoi, tu vois, ils sont costauds, il y a plusieurs équipes, si tu veux, là-dedans. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer, puisque c'est compliqué, hein, parce que, si tu veux, Soro a ses hommes, et puis Ouattara a les siens, avec Ahmed. Soro peut pas, je veux dire, Ouattara semble ne pas pouvoir aimer vraiment Soro, donc je sais pas moi, mais on sent quelque chose de grave, quoi, en ce moment, et ça dépend beaucoup de la France, c'est-à-dire que si la France prenait les bonnes décisions, c'est-à-dire faisait comme De Gaulle en disant je vous ai compris, bon, ça irait vite, quoi, tu vois. Mais là, la France fera tout de toute façon pour se maintenir et pour maintenir les rebelles d'une manière ou d'une autre. Mais comment, ça je sais pas. Parce que quand je vois en Centrafrique comment elle procède maintenant, c'est quand même dingue ce qui arrive. On a eu une semaine pas de calme si tu veux, mais à peu près de calme en Centrafrique. C'est-à-dire que mes amis qui y sont nombreux, tous, si tu veux, ils commençaient à respirer. Il y avait, c'est vrai, toujours des vols, des choses comme ça, mais les gens, ils mouraient pas à chaque coin de rue. Et puis, voilà que ça c'est encore un phénomène nouveau, on fait rentrer en Centrafrique maintenant des nouveaux instructeurs pour les anti-Balaka. Et les anti-Balaka, elles ne les connaissent pas, on les met en coordinateur, ils appellent ça dans les équipes, donc de ceux qui luttent contre les Séléka qui quittent le pays, tu vois, maintenant. Ouais. Et donc, le problème, c'est que derrière, l'armée du Tchad arrive, accord passé avec la nouvelle présidente, qu'on ne sait pas d'où ils la sortent, puisqu'elle est pour les Séléka, ça se voit, pour les rebelles, donc on comprend plus. Et en plus, maintenant, elle passe un accord pour que l'armée tchadienne, soi-disant, vienne récupérer ses ressortissants musulmans tchadiens, tu vois. Et là, évidemment, c'est de la provocation. Et les nouveaux coordinateurs, là, anti-Balaka, sont des meurtriers pas possibles, hein. Il faut voir comment ils tuent, quoi. Donc,
c'est grave, c'est-à-dire à la limite, si on voulait miner le mouvement des anti-Balaka, on s'y serait pas pris autrement. Et qui y aurait intérêt? La France, parce qu'elle a besoin des deux. Elle a besoin quand même que le bazar, il demeure, quoi, tu vois. Ouais. Si le bazar, il demeure pas, elle demeure pas, quoi. Non, mais c'est... Quand tu entends quand même la présidente, là, comme ils l'appelaient, ils avaient tellement peur, tous ces gens, qu'ils se sont mis à appeler la présidente Maman Catherine, tu vois. J'ai arrêté, quoi, c'est une présidente, c'est pas votre maman, elle va pas vous aimer longtemps, celle-là, puisqu'elle a été nommée par la France. En plus, quand tu vois le niveau, tu te dis, oula. Et cette semaine, elle vient de passer un accord avec Déby. Enfin, elle lui a écrit, en tout cas, enfin, ils ont correspondu, et Déby, il a envie de venir, et elle dit, oh, ben, je vais avoir besoin de vous bientôt. Attends, faire venir ce type monstrueux qui a organisé la rébellion à Djamena, qui a financé, etc., avec les Français qui ont évidemment leur base là, et puis j'ai retrouvé même les avions qui ont escorté d'ailleurs je vous le conseille, vous allez sur la page Facebook Zone Militaire, Ouais. et là, de là, vous avez plusieurs blogs, et donc vous aurez des infos militaires, et si vous savez les lire, et je pense que vous le savez, ben vous allez vous rendre compte. Et c'est vrai que la France, elle survolait les rebelles qui rentraient. C'était le 26 ou le 27 décembre, quand j'étais au Cameroun, là, donc 2012, tu vois. Ouais. Et si elle est capable de les survoler, elle est aussi capable de les descendre, hein, une colonne de chars ou de 4x4, tu les descends, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils l'ont pas fait, Donc c'est vraiment grave, quoi. Moi, je sais pas, là, on voit pas très clair tout de suite en Centrafrique, on voit pas très clair tout de suite en Côte d'Ivoire, mais j'aime pas la manière dont Hollande procède, hein. Ouais. J'aime Parce que là, pas, il a clairement... pas l'air... hein, oui. Clairement, là, il y a comment dire, une espèce d'axe qui est en train de se faire, donc Côte d'Ivoire, puis il y a le Mali aussi, de l'autre côté, au nord. Donc la France, elle est sur tous les fronts militaires, là. Et puis, Oui, et puis alors le président du Mali, lui, si tu veux, il s'est tourné vers l'Algérie parce que il a envie d'être indépendant. Lui, il n'a pas envie d'être piloté par la France. Rien que de voir que les militaires maliens, ils ont même pas le droit d'être à Kidal, est-ce que tu te rends compte que c'est la France qui... là où elle a ses ressources, elle lâche pas le morceau comme ça, hein. Alors, toi, t'es plus chez toi, quoi. Donc, grosso modo, depuis qu'il a... C'est étonnant, mais je le constate. Depuis qu'il a, disons, une diplomatie importante avec l'Algérie, étonnamment, les conflits reprennent au nord. Ça, c'est bizarre, quoi, les rebelles. Tu vois, on dirait que chaque fois que quelqu'un veut être indépendant, les rebelles arrivent. Ouais, après, tu sais, voilà. Ouais, même avec le président du Mali, qui a quand même été largement installé par la France, quoi. Ouais, c'est très grave. À chaque fois, cette histoire de rebelles. Et puis là, bon, la Côte d'Ivoire, ce qui fait craindre, c'est qu'il y a un embrasement, quoi, encore à nouveau, quoi. Alors écoute, tout est fait par le Front populaire ivoirien pour qu'il n'ait pas lieu, tu vois, ça c'est une certitude. Et comme il mobilise énormément, par milliers, par dizaines de milliers maintenant, les gens, tu vois, de ce fait, que les gens viennent au meeting ou pas, si tu veux, tout le monde suit le mouvement, c'est-à-dire... de toute façon, les gens n'ont pas envie de répondre. La seule chose, c'est que c'est vrai que si ça continuait, ça devient intolérable. Là, hier, il y a eu encore à la fac, si je devais parler que de ça, quoi, des événements comme ça, j'en ai tous les jours un paquet. Mais à la fac, t'as un étudiant qui est en train de filmer un autre étudiant qui se fait tabasser par un mec de la police. Donc évidemment, on veut lui prendre son téléphone portable. Il veut pas le lâcher, il se fait tabasser. D'autres se font tabasser pour l'avoir aidé. Le lendemain, cette police, c'est plus une police, c'est des rebelles, quoi, de l'université fait une descente et tabasse un sacré paquet d'étudiants, dont un camarade des indignés de Côte d'Ivoire, tu vois. Voilà, ils les prennent pas au hasard, quoi. Un autre a été enlevé. Bon, il a été à 1h du matin, ils l'ont relâché. Il n'a rien compris, quoi, encore une fois. Une autre fois, alors... non, mais c'est partout, si tu veux, quoi, qu'il y a des événements qui se produisent. Or, l'ONU ne fait rien. Rien. Alors, excuse-moi, mais alors s'il y a eu autre chose aussi qui a fait très très peur il y a 2 jours, il y a 2 jours ou hier, je crois que c'est hier, c'est des avions de chasse français
qui ont passé le mur du son un paquet de fois, tu vois, qui survolent là. Et aussi des avions de guerre, disent les gens de l'ONUCI. Tu vois, moi je comprends pas quoi, l'ONUCI avec des avions de guerre, c'est quoi cette armée quoi, alors qu'après sur le terrain ils te disent on peut rien faire, allez-y, tuez-vous entre vous quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Ils sont là, ils sont armés, ils laissent les gens se tuer. Forcément c'est eux qui les ont véhiculés comme je t'avais expliqué, puisque je l'ai trouvé depuis. Et c'est aussi la France qui allait charger enfin les rebelles de Mans pour venir faire du écoué le 28 mars 2011 quoi. Comme elle l'avait dit le 27, ordre de l'Élysée, on va faire une fin épouvantable, on va éradiquer, mais après au moins, tu vois, c'est le coup de désherbant, quoi.